Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine, émission 100% coupe ce soir avec le deuxième tour fédéral chez les filles, le huitième tour chez les garçons. On s'intéressera également à la coupe Gambardella Crédit Agricole et puis en bonus, il y aura un reportage sur une formation gardien de but mise en place par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. L'émission numéro 120 débute maintenant. Honneur aux femmes, comme toujours dans cette émission d'LFNA TV, avec le deuxième tour fédéral de la Coupe de France féminine. Il restait deux représentants de la région, le Limoges Football et le FC Gradignan. Et on va tout d'abord s'intéresser au club girondin qui avait un gros morceau face à lui, tout simplement le leader de la poule B de 3e division féminine, le Toulouse Football Club. Un match qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Échauffement pluvieux pour ce deuxième tour de Coupe de France entre les joueuses de Gradignan et les joueuses du TFC. En Coupe de France, les joueuses de Gradignan restent sur une très belle victoire contre La Roche-sur-Yon. Elles espèrent pouvoir réussir la même chose aujourd'hui contre le Toulouse Football Club. Et après une dernière mise au point des locales, ce sont les joueuses de Toulouse qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Ce sont également elles qui vont se démarquer en première dans ce match. Après un bon corner au deuxième poteau, une tête, deux têtes. Et c'est l'ouverture du score de Toulouse par l'intermédiaire de Nivin Ali Abdallah. Les violettes vont ensuite produire un beau jeu à 3 pour ressortir la balle de la défense. Et trouve au milieu de terrain Ilana Jacob qui lance à nouveau Nivin Ali Abdallah qui va se présenter seule face à Audrey Souletis. Elle va choisir de croiser sa frappe et marquer le deuxième but des visiteuses. Toulouse va continuer de se projeter rapidement vers le but adverse et va se créer de nouvelles occasions, mais la gardienne Audrey Souletis va s'interposer. Les joueuses de Gradignan vont avoir l'occasion de réduire le score par l'intermédiaire de Imen Belkacem, mais c'est repoussé par Gaëlle Grillon. Le score reste à 2-0. Et sur un nouveau jeu long de Toulouse, le score va même monter à 3-0 avec une nouvelle fois l'inévitable Nivin Ali Abdallah qui va de nouveau se jouer de la défense et tromper Audrey Souletis. Le Toulouse Football Club se détache au tableau d'affichage. Margot Dervoux pour Gradignan va leur tenter le tir de loin, le lob, mais c'est bien lu par Gaëlle Grillon. Le score ne bougera plus en cette première mi-temps. Les joueuses rentrent au vestiaire sur le score de 3-0 pour les violettes. Et au retour des vestiaires, les joueuses de Toulouse vont continuer sur leur lancée avec un nouveau ballon dans le dos de la défense. Le ballon finit comme d'habitude par arriver dans les pieds de Nivin Ali Abdallah qui va s'offrir le quadruplé. Nouvel assaut des joueuses de Toulouse avec Célène Altunkoulak qui va se présenter face à Audrey Souletis qui s'interpose. Mais elle ne pourra rien sur une nouvelle percée en profondeur de Nivin Ali Abdallah, même si elle va tout d'abord réussir à stopper le ballon. Mais l'attaquante de Toulouse parvient à continuer son action et à trouver un angle fermé dans la défense de Gradignan et s'offrir ainsi un quintuplé. Et sur une nouvelle attaque des visiteuses, Roma Grinfant va trouver en profondeur Célène Altunkoulak qui va s'offrir un doublé de passes décisives en décalant sa coéquipière Ophélie Cordier qui inscrit ainsi le 6e but de Toulouse. Les joueuses de Gradignan vont continuer à bien défendre leur but et Audrey Souletis va signer un nouvel arrêt. Ce sera le dernier du match. Madame l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire sous ce score de 6-0 pour Toulouse. Les joueuses de Toulouse ont fait un match sérieux et se qualifient pour le 3e tour fédéral de Coupe de France. On s'est un peu facilité la vie en marquant assez vite et du coup je pense que ça nous a donné pas mal de confiance pour la suite du match. Les joueuses elles l'ont abordé avec beaucoup de sérieux en respectant beaucoup l'adversaire
qui avait frappé un grand coup contre La Roche le tour d'avant. Donc on était sur nos gardes et comme elles ont beaucoup respecté l'adversaire et joué avec le même sérieux et le même investissement qu'en championnat, on a pu faire la différence assez vite et on s'est donné confiance pour la suite du match. Pour nous, la Coupe de France, c'est un moyen de prendre du plaisir, beaucoup de plaisir, peu importe contre qui on joue, que ce soit une équipe plus forte, une équipe en dessous de nous. Le plus important lors de ces matchs, c'est vraiment de prendre du plaisir un max. Et c'est ce qu'on essaye de faire et gagner des matchs au fur et à mesure. Donc pour le coup, on a réussi à performer ici, pas chez nous, sur un terrain un peu compliqué, mais contre une équipe quand même assez compétente et qui avait quelques qualités. Donc du coup, on est super contente de passer au prochain tour. Les joueuses de Toulouse rendent hommage à leurs adversaires du soir, qui se sont bien battus à l'image de leur gardienne Audrey Souletis. J'ai eu pas mal de choses à faire, je suis contente de ce que j'ai fait. Après, j'en prends quand même, donc j'aurais pu mieux faire, mais voilà, j'ai été sollicitée pas mal de fois et j'ai fait ce que je pouvais pour que l'équipe reste la tête hors de l'eau, mais ça a été difficile. On savait que ça allait être difficile, une équipe une division au-dessus et en plus de haut tableau de 3e division. Donc voilà, on s'attendait à une belle équipe. On a joué avec nos armes, ça s'est pas passé pour cette fois, mais on est content d'avoir amené le club jusqu'au 2e tour fédéral. C'était la première fois de son histoire, donc c'est déjà une belle victoire. L'aventure s'arrête ainsi en Coupe de France pour Gradignan, après un très beau parcours. Et un grand bravo à l'attaquante Nivine Ali Abdallah Djaha, auteur, vous l'avez compris, d'un quintuplé. La marche était également un petit peu trop haute pour l'autre club encore engagé, le Limoges Football, qui s'incline 4-0 à domicile face à Montauban, pensionnaire de D2 féminine. Andrea Comper-Banguillot qui s'est offert un triplé pour les Montalbanaises. On félicite tout de même ces deux clubs qui étaient adversaires l'année dernière en finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine et qui ont bien représenté la région. Bravo à Gradignan et bravo à Limoges pour le parcours réalisé. On passe maintenant au 8e tour de la Coupe de France masculine. Cette fois, 9 clubs néo-aquitains étaient encore en lice. Qui s'est qualifié? Qui est passé à la trappe? Les résultats, les images, les réactions, c'est avec Flavien Ziolkowski. On débute ce 8e tour de la Coupe de France avec Angoulême-Bordeaux. Et dès le début de la rencontre, les Girondins prennent les devants grâce à la tête de Harrison Marcelin, le défenseur. Et pourtant, Angoulême était tout proche de réaliser l'exploit avec une nette domination en seconde période. Victoire donc et qualification des Girondins de Bordeaux aux dépens d'Angoulême-Charente FC. On écoute le buteur de cette rencontre, Harrison Marcelin. Déjà, je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but aux Girondins et surtout de la qualification pour l'équipe, c'est le plus important. Et on continue à avancer step by step pour déjà préparer le prochain match qui arrive. Et puis voilà. Le terrain n'était pas facile aujourd'hui, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude de jouer dans des conditions comme ça, mais ça a été quand même. Ouais, c'était difficile. Après, mon but, j'ai marqué, j'ai sauté dans la boue. Des fois, il faut se sacrifier, il faut y aller. Donc oui, ça arrive, c'est comme ça, c'est la magie de la Coupe de France. Un autre club de Ligue 2 était opposé à une équipe inférieure, la JS Coulennes, en Régionale 1, en Sarthe, au nord du Mans. Grâce aux images sur TikTok de Nico Sporttime, les Palois n'ont pas fait de détails et s'imposent 5-1 avec l'ouverture du score signée Louis Mouton. Les autres buteurs sont Terence Koudou, Yonis Enjo et Khalid Boutaï pour un doublé. On notera que la JS Coulennes réduira l'écart comme vous allez le voir sur ces images, ce qui lui permet de sauver l'honneur. Bravo donc à la JS Coulennes pour son parcours. Et donc Pau qui se qualifie pour le 9e tour.
Autre affiche intéressante, Villeneuve recevait Libourne, la jeunesse villenavaise, club de R1 qui faisait face au leader de National 2 avec un public venu en nombre. Et la logique fut respectée, défaite 4-2 de la jeunesse villenavaise qui a pourtant montré de très belles choses dans cette rencontre, avec notamment ce pénalty inscrit par les locaux. Un beau parcours donc pour Villeneuve-d'Ornon qui arrête son chemin aux portes du 9e tour. Libourne FC lui file au tour suivant. Tout de suite on écoute les acteurs de ce match. On a eu une entame catastrophique avec des transitions mal maîtrisées, une équipe de Villeneuve qui a joué les coups à fond et qui nous a bien eu sur 2 transitions et on a payé cash. Donc 2-0 à la mi-temps c'est très dur mais en même temps c'est presque mérité puisqu'on n'a pas joué cette première mi-temps. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, on avait une équipe en face qui jouait pour aller en 32e et une autre qui pensait qu'en faisant le minimum ça pourrait passer. Mais non, en Coupe de France, même contre des équipes de plus bas niveau, si on ne fait pas le minimum pour minimum d'engagement, de volonté de devoir gagner le match, ça passe pas. Et donc heureusement qu'on ait une grosse réaction en seconde avec un match qui a vite basculé en notre faveur. J'avais dit qu'il fallait marquer le premier but, le 3e but qui était important. Et puis après on a vu qu'en face ça avait baissé de pied et puis on a pris le dessus. Mais bon, j'aurais préféré avoir un autre scénario avec plus de maîtrise et moins d'angoisse. Mais bon, c'est comme ça, c'est la coupe et tant mieux, on est passé. D'un point de vue global, je pense qu'on a eu du mal à démarrer la première mi-temps, on va se dire la vérité. Villeneuve, ils ont mis beaucoup d'engagement, beaucoup plus d'envie. Ils ont été récompensés. Après, à la mi-temps, on s'est dit des choses qu'on n'avait pas le droit d'être éliminé de cette sorte. On peut être éliminé, mais avec la tête haute. Après qu'on prenne 3 ou 4-0, ça revenait au même. Donc il fallait lâcher les chevaux et faire ce qu'on sait faire du mieux, c'est de jouer au ballon, faire des circuits de passe. Après, on savait que sur le long du match, physiquement, on allait être au-dessus. Et c'est ce qui s'est passé, la preuve sur le 4e but. Dès le départ, on a commencé sur les chapeaux de roue. On a toujours eu des adversaires de niveau plus faible. Donc pour nous, c'était quand même un gros match aujourd'hui. S'opposer à une National 2, qui plus est leader de National 2. On voulait se prouver à nous-mêmes, prouver à nos supporters qu'il y avait un coup à faire. Je pense qu'on l'a prouvé en première mi-temps. Après, la différence est vue, je pense, athlétiquement sur la 2e mi-temps et ils ont joué les coups à fond. Mais on a eu un beau parcours. C'est une aventure qui permet de mettre en lumière un groupe, un club. Et je tiens à féliciter tous les bénévoles. Et quand on voit tout ce qui est organisé autour du bar, autour du terrain, avec l'école de foot, les ballons et toute l'ambiance que ça a pu apporter, je suis fier de ce qu'ont fait mes joueurs pour le club. Maintenant, voilà, on a un championnat et pour moi le match de Mérignac de la semaine prochaine, je l'avais dit, est plus important que cette coupe. Mais ce bonus-là, on ne pouvait pas passer à côté. Et malgré tout, on y laisse des plumes. Donc depuis le début, on laisse dans cette aventure beaucoup de plumes. Encore un carton rouge aujourd'hui et des déceptions. Donc il va falloir soigner les têtes. Bergerac-Périgord FC, club de National 2, recevait l'AS Panazol, club de N3. Et à la surprise générale, Panazol menait 2-0 à la mi-temps. Mais les joueurs de Bergerac ont renversé la tendance ensuite, victoire 4-2 et qualification pour le prochain tour. On écoute le coach de l'AS Panazol déçu, mais fier de ses joueurs, Amine Irab. Bon, élimination aujourd'hui, donc 4-2, je pense c'est une remontada puisqu'on gagne de première mi-temps 2-0. On a fait ce qu'il fallait première mi-temps, c'était le plan parfait. On devait normalement tenir le score sans aucun souci. Mais bon, malheureusement, on prend un but très vite sur une petite erreur encore. La sortir en touche, la sortir en corner, sur un coup de pied arrêté, il ne fallait pas. Donc tout de suite,
on était un petit peu reculés. Ils avaient fait des bons changements quand même qui nous ont mis beaucoup de problèmes surtout sur le côté. Donc on est passé à 5 milieux de terrain, on reculait beaucoup. Malheureusement, on prend encore deuxième but qui était sur un cafouillage et surtout le troisième but que moi j'ai une malentente entre mes deux défenseurs centraux. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'est quand même une vraie défense, surtout sur les côtés, qui nous a fait du mal. Mais bon, les joueurs quand même, je comprends qu'ils sont déçus. Moi aussi, le premier, je suis déçu, mais c'est l'heure du foot. Le joueur avait remontada pour nous, là aujourd'hui contre nous. Tant mieux pour l'équipe de Bergerac qui n'a pas volé on va dire sa victoire et qui aujourd'hui sur le centre du match, surtout la deuxième mi-temps, elle mérite leur but. Donc, malheureusement, on est éliminé. Maintenant, le challenge, c'est d'y aller contre Bourges-Melon qui va être dur et remobiliser les troupes. Alors si les joueurs étaient motivés que pour la coupe, la coupe est terminée. Maintenant c'est championnat de gain de pas, mais c'est une frustration quand même. Vous l'avez vu, les Girondins de Bordeaux sont passés par le petit trou de la porte face à Angoulême-Charente, pensionnaire de National 2. Angoulême-Charente qui va pouvoir se reconcentrer sur le championnat où le club angoumoisin occupe actuellement la 8e place. Angoulême-Charente et son directeur sportif Pierre-Emmanuel Allard qui a accepté de répondre aux questions de Flavien Ziolkowski pour faire le point sur la saison avec le parcours de l'équipe féminine en Coupe de France, avec le parcours également en Gambardella et en Coupe de France. Pierre-Emmanuel Allard est notre premier invité ce soir. Nous sommes avec Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif d'Angoulême Charente FC, club de National 2. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Merci de répondre à nos questions pour LFNA TV. Match de Coupe de France ce week-end. Vous receviez les Girondins de Bordeaux. Malheureusement, une élimination 1-0. Quel est le sentiment quelques heures après cette rencontre ? Alors, quelques minutes après la rencontre, c'était de la fierté. De la fierté d'avoir maîtrisé ce match, de l'avoir dominé, d'avoir géré aussi les temps faibles lorsqu'il y en a eu, d'avoir amené tout le public charentais avec nous durant ces 90 minutes. C'était beaucoup de fierté d'avoir vu des garçons pleins de maîtrise. C'était pas de la surchauffe, c'était pas du sur-régime. Alors effectivement, tout le monde était en forme, tout le monde était bien, mais ça n'était pas uniquement parce que les Girondins sont arrivés dans un mauvais jour et que nous, les planètes étaient alignées. Non, il y avait une espèce de maîtrise extrêmement intéressante. Donc, premier sentiment de la fierté. Et puis après coup, effectivement, 2 jours plus tard, il y a un petit peu non pas de déception, le terme serait beaucoup trop fort et pas du tout calibré. Donc, un peu de regret parce que la coupe s'arrête là. Et je pense qu'on méritait de passer ce tour-là et puis qu'il reste que cette élimination maintenant. Et donc voilà, un petit peu d'amertume. Voilà, fierté et amertume. On a eu le sentiment vraiment que Angoulême n'était pas loin de l'exploit. À quoi ça s'est joué ? Au dernier geste. Encore une fois, comme dit le coach, il faut être décisif dans les deux surfaces, en défensivement et offensivement. On ne l'a pas été offensivement suffisamment pour pouvoir du moins ouvrir la marque ou égaliser ou voire même, puisque au vu de nombreuses occasions, on aurait pu même reprendre l'avantage. Donc c'est le dernier geste, le plus dur dans le football. C'est pour ça que les numéros 9 et attaquants sont si frisés et recherchés. Donc voilà, nous, à l'inverse, la ligne offensive a fait un boulot monstrueux sur bien d'autres aspects. Donc j'incrimine absolument personne, surtout pas, ça serait totalement injuste vu la performance collective de l'ensemble des garçons et du travail qu'ils ont mis en place toute la semaine aussi. Donc, parce qu'on parle souvent des 11, mais je n'oublie pas les remplaçants et encore moins ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match qui ont permis d'optimiser cette préparation-là. Donc ouais, c'est vraiment le dernier geste qui a manqué parce qu'encore une fois, avec ce nombre d'occasions face à un tel adversaire, on peut pas aller passer tant d'opportunités d'ouvrir la marque encore une fois ou d'égaliser, voire même de prendre avantage. Comment maintenant les dirigeants d'Angoulême avec les joueurs vont s'occuper de la transition, c'est-à-dire que le week-end prochain, il y a un déplacement à La Roche-sur-Yon qui est 3e du championnat en National 2, Angoulême est 8e, c'est-à-dire que la Coupe de France aujourd'hui, elle est évacuée dans toutes les têtes ? On va retrouver les garçons cet après-midi. Après, nous, sur ce côté-là, on s'en occupe pas uniquement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce que nous tenons déjà depuis 3 semaines. Le championnat est et reste la priorité. Donc,
malgré l'ampleur de l'événement qui était de recevoir les Girondins de Bordeaux, ça restait le match le moins important du mois de décembre. Donc, on était très content d'avoir pris un très bon point du match nul contre Saint-Privé chez nous. Là, à La Roche, ça devient la priorité absolue, puisque en plus, dans le foot, tout ce qui est passé ne sert à rien. Hein. Ce qui compte, c'est le match d'après. Donc, non, nous, ça, dans l'aspect activation mentale ou préparation mentale, les joueurs étaient avertis, étaient au courant. Et puis, même eux, ils ont une certaine maturité qui est extrêmement intéressante. Donc, non, ce qui est top, c'est que sur une telle performance, parce qu'encore une fois, il y a le tableau d'affichage qui est contraire, mais sinon, sur une telle performance, il y a beaucoup de choses à construire sur un tel match. Donc, on est dans une logique de progression comme nous le sommes depuis des semaines et des semaines. Donc, à quelque part, ça ne change rien à ce que l'on doit faire, ce que l'on doit mettre, les ingrédients obligatoires, etc. etc. Donc, non, il n'y a pas de sujet autour de ça. Donc la Coupe de France évacuée malheureusement pour Angoulême-Charente FC, donc éliminé par les Girondins de Bordeaux. Maintenant, Angoulême respire au classement après des semaines compliquées, notamment en fin octobre, début novembre, avec 3 défaites d'affilée sur cette période-là. Là, vous êtes sur une victoire et un nul sur les 2 derniers matchs en championnat, donc Angoulême respire. Angoulême est sorti de la zone rouge, car on sait que ce championnat est homogène et difficile, lorsqu'on voit notamment 2 autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, comme Trélissac ou Bergerac, qui aujourd'hui sont relégables. Quel bilan vous faites à peu près sur cette première partie de saison ? Alors, respire, oui, mais petite respiration quand même, parce que de toute façon, ce championnat est complètement dingue. Et puis l'année dernière, encore une fois, je prends cet exemple-là parce que c'est du factuel, c'est pas de la langue de bois. L'an dernier, on finit 4e, meilleure défense des 4 poules de championnat de N2, sauf qu'on se maintient à l'avant-dernière journée de championnat. Donc, c'est extrêmement factuel. Donc, là, cette année, on s'est préparé à ça. On n'est absolument pas stressé ou inquiet, puisque tout ça a été le discours, que ce soit lorsque nous avons recruté les nouveaux garçons, que ce soit lors de la préparation estivale, que ça allait être un marathon éreintant. Donc, on est prêt à ça. Donc, nous, aujourd'hui, on n'est effectivement pas tout à fait dans les clous que l'on espérait par rapport à un aspect purement comptable. On a mis plus de temps que l'on pensait pour trouver les bonnes formules, hein, que ce soit sur le secteur offensif, sur le secteur défensif, etc., etc. Donc voilà, maintenant, on arrive dans une période où il semblerait qu'on commence à avoir des réponses. Donc l'enjeu maintenant, c'est de la confirmation. Voilà. Ce week-end, ça ne sera pas le dernier match de la phase aller, puisqu'il sera encore Romorantin le 13 janvier sur l'année civile d'après pour pouvoir conclure cette phase d'aller. Là, on fera un autre bilan à ce moment-là, puisqu'on sera vraiment véritablement à la mi-temps du championnat. Là, voilà, encore une fois, on souligne la progression, on souligne encore ces réponses qui commencent à arriver. Donc maintenant, on va rentrer dans l'ère de la confirmation et ça ne sera pas uniquement sur Roche, ça sera sur plusieurs matchs. Donc La Roche-sur-Yon et puis la réception après de Romorantin pour conclure cette phase aller. Et puis il y a également les 5 descentes en National 2 et ça c'est pour toutes les 4 groupes. Ça impacte les petits clubs et forcément ça va impacter des écuries un peu plus huppées dans ce groupe-là. Ah mais personne n'est épargné, ça c'est clair. Hein. Là, ça serait manquer d'humilité et puis ne pas connaître la N2 déjà et ne pas être averti de ces réformes-là que de penser que ceci c'est bon parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela. Non, on est personne. On est un club de N2 comme les 13 autres qui sont dans cette poule-là. Tous les week-ends, tout le monde se regarde dans les yeux. Tout le monde a capacité de bomber le torse et d'avoir l'ambition d'empocher des points sur quelconque terrain. Donc, non, humilité à outrance. Et la seule vérité, c'est ce qu'on y met sur le terrain pendant 90 minutes. Hein. Le reste, c'est de la poésie, hein, clairement. Donc, non, c'est une saison éreintante, compliquée. C'est une saison, voilà, avec cette réforme, cette dernière année de réforme, donc nous le savions que ça allait être comme ça. Donc, on est prêt. On est prêt vraiment. Et ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus de prendre la chose par-dessus la jambe ou quoi. C'est pas possible. Angoulême, ça n'arrivera pas de ce côté-là, en tout cas. Et vous l'avez dit juste avant, notamment quand on voit que Libourne est leader avec 20 points et que Angoulême en a 14, il me semble, et 8e, donc à 6 points du leader, comme quoi tout est possible, que ça soit en bas ou en haut. Le mercato, est-ce que c'est votre travail également, Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif d'Angoulême-Charente FC, de s'attendre à des renforts durant cette période ?
Alors, effectivement, ça fait partie du gros du boulot. Qui plus est, en plus, la fin janvier, nous n'avons plus recruté de joueurs. Donc, on arrive à la deadline où on devra derrière finir avec les forces en présence. Moi, je suis très satisfait de notre effectif. On l'a construit d'une manière où ça a été un travail de longue haleine, hein, pendant des mois et des mois. Je le trouve équilibré, je le trouve intéressant par rapport voilà, aux moyens que le club dispose. Donc, on est vraiment satisfait. Après, moi, de par ma fonction, je suis toujours en alerte, je suis toujours en observation, je suis toujours à l'écoute aussi d'opportunités ou autres. Euh, mais je ne veux pas non plus succomber aux opportunités. Non, non, très, très bon. Il faut que ça réponde à un besoin précis et concret. Donc, on reste. Moi, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que la deadline approche ou parce que voilà, c'est le mercato, enfin, ça va être la trêve hivernale, que ça change notre travail au quotidien. On reste toujours en alerte, à l'écoute et puis en questionnement sur nous-mêmes, en remise en question pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour assurer le maintien le plus rapidement possible. C'est ça en fait la question. Et de cette question-là, effectivement, peut découler la réponse du recrutement ou non d'ailleurs. On a parlé donc de l'équipe Fagnon, hein, Angoulême Charente FC. Un mot sur la Gambardella, où là encore une fois les jeunes d'Angoulême étaient opposés à un club de l'élite, Toulouse. Malheureusement une élimination au tir au but, c'est cruel, 9-8 sur cette séance-là, il y avait 2 partout. Je pense qu'on peut être fier également des jeunes parce que c'est ça aussi Angoulême Charente FC. On peut faire place à l'avenir aux jeunes de venir un petit peu titiller les titulaires en équipe première. Alors, on n'attend pas un parcours en gambarde pour être fier d'eux, hein, parce que le travail qui est fait par nos éducateurs, où on a une équipe fantastique, menée d'une main de maître par Mathieu Coulida, notre responsable technique jeune. Aujourd'hui, voilà, on l'est déjà très fiers d'eux. On n'a pas l'opportunité forcément, effectivement, de les mettre en avant. C'est pour ça que là, cette gambarde permet cette exposition. Mais effectivement, on reconnaît leur travail est énormissime. Les gens ne se rendent pas compte. Ça va au-delà du football. C'est un travail de formation. C'est voilà, comme on forme des jeunes hommes et des jeunes femmes, pas uniquement, on ne forme pas que des footballeurs. Donc leur tâche est vraiment énorme. Donc, on est très, très fiers d'eux et ça au quotidien. C'est eux qui permettent encore une fois, d'inculquer les valeurs du club et les valeurs de la vie, même, j'ai envie de dire, tout simplement. Et ça, tous les week-ends, sur tous les terrains et toute la semaine aussi. Donc, c'est un travail d'arrache-pied au quotidien avec voilà, une exigence importante. Donc, effectivement, il y a ce tour de gambarde où, encore une fois, les tirs au but vont nous être défavorables, hein, parce que ce soit pour la 19, pour les 18, pardon, pour la N2 ou les autres années précédentes, les tirs au but ne nous réussissent trop peu. Donc ouais, après, voilà, le Toulouse nous aura tout raflé, puisqu'ils ont éliminé aussi nos féminines en Coupe de France également. Donc, décidément, on commence à avoir un petit peu de contentieux avec nos amis du TFC à force. Non, plaisanterie mise à part. Voilà, c'était un match où on a montré ce qu'était capable la formation charentaise. On a des garçons qui titillent l'Arin, qui commencent à intégrer le groupe R1. Il y en a d'autres qui y sont déjà. Encore une fois, ce groupe R1 qui est composé à 98% des jeunes formés du club avec une moyenne d'âge de 18-20 ans. Donc, c'est une énorme fierté également. La R1 qui se retrouve deuxième de son championnat, qui a joué ce week-end parce que le match a été reporté, mais en tout cas qui caracole en haut du classement. Donc, tout ça fait qu'on est extrêmement fiers d'eux et que malgré l'élimination, c'est un super parcours. Et je félicite Thibaut Gabard et l'ensemble des joueurs et puis l'ensemble des éducateurs, parce qu'encore une fois, on leur demande à nos éducateurs de ne pas être éducateurs d'une équipe, mais bel et bien d'un club. Donc ce travail-là, c'est pas uniquement, ça réside pas sur les épaules d'une seule personne, bien au contraire, mais de tout un organigramme technique. Et Angoulême Charente FC est partout, puisque vous en avez dit un mot tout à l'heure, la section féminine désormais, où il y a eu une élimination en Coupe de France face à Toulouse, mais quel parcours incroyable des Angoumoisines que l'on a découvert également sur LFNA TV, elle qui avait éliminé une R1 La Rochelle, notamment au tir au but, c'est incroyable. Oui, tout à fait. On est une toute jeune section. Voilà, on a commencé il y a quelques saisons grâce au travail de Adnan Archi à l'époque, qui avait eu cette mission-là de développer, de créer et puis de développer notre section. Maintenant, Tony Menanto a repris la main. Et effectivement, là encore, le parcours de coupe permet de mettre de la lumière.
Et voilà, nous, on dit tout le temps, on est là pour vibrer, pour vivre des choses fortes. Et c'est sûr que le match contre La Rochelle, on n'a pas pu y être malheureusement, parce qu'on ne peut pas être sur tous les terrains en même temps. Mais grâce aux caméras d'Alefana TV, entre autres, on a pu voir et s'apercevoir de la haute performance qu'avaient réalisé les filles, avec une gardienne clairement qui a été extraordinaire. Donc ouais, encore une fois, beaucoup de fierté, c'est de bons présages par rapport à l'avenir. Voilà, on continue à prendre le temps, à bien faire les choses. On ne peut pas aller aussi vite que l'on aimerait pour développer la section, c'est vrai. C'est comme ça. Il faut faire preuve aussi d'humilité par rapport aux ressources en présence et aux moyens mis à disposition. Mais en tout cas, ce n'est que mérité ce coup de projecteur sur la section. L'année 2023 se termine. Pierre-Emmanuel Allard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Des émotions, encore et toujours, des émotions positives, des vibrations. Et puis après, tout le reste, ça dépend de notre travail à tout à chacun, à chaque membre du club, hein, sportif, administratif, commercial. Enfin voilà, nous, on est dans une dynamique assez collective où tout le monde a conscience que la victoire du week-end de l'équipe première, c'est la victoire de tout le monde. Donc voilà, tout simplement de continuer à avancer et de vivre de grandes émotions, parce que le football, c'est avant tout fait pour ça. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, Pierre-Emmanuel Allard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au micro de LFNA TV. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous. Merci à tout le monde et puis passez de bonnes fêtes à l'équipe de LFNA TV. C'était Pierre-Emmanuel Allard, directeur sportif d'Angoulême-Charente. On va récapituler tout de suite les clubs encore en lice. Ils sont 5 en Nouvelle-Aquitaine avec 2 clubs du district de la Dordogne, Bergerac-Périgord et Trélissac-Anton-Périgord, 2 clubs de National 2 évidemment. Un club des Pyrénées-Atlantiques, le Pau FC, club de Ligue 2, et puis 2 clubs du district de la Gironde sont encore présents, les Girondins de Bordeaux, pensionnaires de Ligue 2, et le FC Libourne, pensionnaire de National 2. On passe maintenant au premier tour fédéral de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Voici les résultats complets avec le match reporté entre Gatti Foot et Trélissac. La victoire 1-0 de l'Olympique Rovenin face à la jeunesse villenavaise. La victoire au tir au but du groupement jeune Linard-Nersac-Fléac face à Castelnau. Le Cré dans un match complètement fou, on va y revenir dans un instant. La victoire 1-0 des Croisés de Bayonne face à Colomiers. La victoire au tir au but du Toulouse Football Club sur le terrain d'Angoulême-Charente qui n'est pas passé loin de l'exploit de partout dans le temps réglementaire avant cette séance terrible des tirs au but. Et puis victoire nette et sans bavure des Girondins de Bordeaux face au SA Mérignac, ça veut dire 2 exploits, les Croisés de Bayonne et donc le groupement jeune Linard-Nersac-Fléac Club de Régional 2. Et pour en parler, justement, nous sommes avec l'entraîneur du club, Ludovic Nanglard, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre dans cette émission de LFNA TV. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Benjamin. Ludovic, on le disait en off, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, on dit souvent le lundi au soleil, là on n'a pas le soleil. En revanche, on a le sourire du côté de chez vous parce que vous avez réalisé un exploit et forcément le lundi quand on est éducateur et qu'on réalise ce genre de choses, on se réveille avec la banane. Ah, oui, c'est un lundi et c'est un week-end comme on a dit depuis ce matin dans les réseaux, c'est un week-end qui va rester gravé. Même si ce week-end du 10 décembre 2023, on appelle un prochain, le 14 janvier 2024, qui, lui, va rester gravé, je pense, à tout jamais. Et pourquoi pas, pourquoi pas. On ne sait jamais. À suivre, comme les jeunes le savent. Il y a eu plein de symboles sur ce week-end et la résultante, le résultat, bien sûr, mais c'est dans la folie du week-end, il y a eu plein de symboles et c'est vrai que l'issue heureuse à la fin du match est plus que magnifique. Et on va y revenir sur cet exploit de votre équipe, mais est-ce qu'avant ça, on peut quand même présenter un petit peu le club dans sa globalité? C'est un groupement avec plusieurs communes, alors il y a Linard, il y a Nersac et Fléac. Combien d'équipes, si vous le savez, si vous avez le chiffre en tête, mais présentez-nous un petit peu votre club quand même. Le GJ LNF, c'est une création jeune puisqu'elle a 3 ans. C'était la volonté un petit peu d'aller chercher un petit peu des résultats un petit peu plus compètes. On était avant Linard Fléac pendant une dizaine d'années et il y avait un besoin si on voulait
cet esprit compétition, on s'est associé avec le club de Nersac et c'est vrai que ça a permis ces 230 licenciés GJLNF. Il y a toutes les catégories sont représentées à 2-3 équipes par catégorie. On a nos 13 cette année qui vont avoir la chance de aussi disputer un championnat régional à partir de la deuxième phase. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place et se met en place progressivement, mais avec un investissement total des éducateurs, parce que on doit être aucun éducateur du GGLNF est rémunéré, c'est que des bénévoles. On est tous bénévoles, donc c'est quelque chose d'énorme pour ces 3 communes. Et c'est vrai qu'hier, c'était une belle mise en lumière. Je vois les articles dans la Charente Libre. Après, on voit sur les réseaux sociaux. Depuis ce matin, ce que je leur disais hier, j'ai nos amis de Pontcharrat, là, de Lyon. Enfin, c'est vrai que le GJLNF a grandi en l'espace par cette mise en lumière des U18. Mais c'est tout ce groupement qui est formidable de par l'investissement des 3 communes, des 3 clubs, bien sûr, les 3 dirigeants qui ont une volonté commune et ça, c'est important. Et en parlant de groupement, vous nous avez donné l'autorisation, donc on va se faire plaisir. On va voir une causerie d'avant-match. C'est absolument magnifique. C'est ce qu'on aime dans le football. Ce sont un peu les coulisses. Et grâce à votre page Facebook, on va permettre aux téléspectateurs de la revoir. La causerie d'avant-match, et ça explique beaucoup de choses de ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, j'ai regardé un peu là-bas, c'est rempli. Il y a vos familles, il y a vos amis, il y a vos copines pour certains. Il y a tout le monde qui est là pour vous. Et aujourd'hui, ça sera un jour inoubliable. Inoubliable. Et vous allez le rendre plus beau encore si vous arrivez à faire l'excellence de passer aujourd'hui. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Si on est comme ça là, comme on est là, si on est comme ça là, du début à la fin, on va passer. À la fin, on va casser le vestiaire. Hein. On va le casser le vestiaire. Et comme il a dit Ludo tout à l'heure, oubliez pas. Les oubliez pas. Les oubliez pas. Parce que si vous les oubliez, ça veut dire que là, vous leur manquez de respect. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que lui, il va dire, putain, j'aurais pu être à sa place. Non, il faut qu'il se dise, putain, il a fait le bon choix. Aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse se tromper. On peut se tromper, mais je pense pas qu'on se trompe. Quand je regarde vos têtes, quand je regarde où on en est aujourd'hui, je sais que vous êtes capable de le faire. Si vous n'étiez pas capable de le faire, ça sert à rien qu'on soit là. Alors les gars, je vous demande juste une chose aujourd'hui. Juste une chose. Vous dépassez. Vous dépassez. Ne jamais rien lâcher. Même si c'est dur. Je sais que ça va être dur les gars. Ça va être dur. Mais aujourd'hui là, vous là, vous savez que vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Il faut juste se le mettre dans la tête. Juste se le mettre dans la tête. Gardez un mot les gars, la famille. C'est ça qui va être le plus important aujourd'hui. Quand on va être dur, il faudra qu'on soit tous soudés, tous ensemble. Et moi je vais vous dire un truc. Je vous en parle beaucoup depuis tout à l'heure de vous les 16. Mais moi, je vous dis, faut se battre pour ces deux, là. Pour ces deux, parce qu'ils font beaucoup. Moi, je suis aux côtés de tous les jours. Tous les jours, je sais que lui, il a fait beaucoup. Il est venu au club, les gars, il n'y avait rien. Maintenant, on est tous là. On est là, il a gagné un coup de Charente. Tout ça, faut faire tout le monde pour tout le monde. Même Adrami, Même Adrami, il est là tous les soirs. Le lundi soir, dans le froid, il était là avec nous. Tous ensemble, tous les vendredis, tous les samedis. Même quand on doit partir, maintenant, il est là avec nous. Et là, les gars, je vous dis un truc. On est tous ensemble. On met le maillot. Le maillot, là, dans ce bout. Plus personne, on n'entend plus rien. Autour, il n'y a personne. On est à huis clos, il n'y a personne autour de nous. Et là, la solidarité, il faut qu'on soit tous ensemble. Le maillot, c'est la bulle, on n'entend plus rien. Tous, et on se bat pour tout le monde. On se bat pour tout le monde, le club. Tous les gens qui sont là depuis ce matin, il y a des gens qui sont arrivés à 10h ce matin. 10h, tout ça pour qu'on gagne. Et là, il faudrait faire tous ensemble. Venez là, mettez vos mains, Allez, mettez vos mains. Un pour tous, un pour un. Allez les gars. Un pour tous. Tous pour Allez, ensemble, on y va ensemble les gars. C'était la causerie. Alors, Ludovic, est-ce que vous pouvez un petit peu nous mettre à l'honneur ceux qui ont participé? C'est le coach adjoint qui a pris la parole le premier. Ouais, coach Adrami, c'est mon coach adjoint, c'est mon capitaine. Alors, il est aussi, GLNF, c'est 3 clubs. Je suis aussi responsable des seniors à l'INAR et c'est mon capitaine à l'INAR. Et c'est vrai qu'il donne de son temps depuis 3 saisons avec ces jeunes-là. Comme il aime le souligner, c'est aussi ses enfants. Il a été papa là, il y a une petite semaine. Et c'est vrai que c'est plein d'émotions samedi soir entre nous. Et voilà, il a pris les premiers mots, la parole. Et c'est vrai que ces 2 minutes 19 sont vraiment intenses parce que la causerie elle représente tout ce que le groupe est. C'est un groupe soudé, humain. C'est une vraie famille. Et voilà, c'est vrai que les mots étaient forts et resteront pareil, gravés à jamais dans les têtes
de tous. Et parfois, il y a des discours qui font mchit, entre guillemets, mais là, le discours, quand on connaît le scénario du match, il est encore plus fort parce que vous êtes à 10 dès la 6e minute avec une expulsion, vous terminez même le match à 9, donc là, ça prend tout son sens. Le discours, il est presque, façon Aimé Jacquet en 98, il est presque prémonitoire, en fait, ce discours. Et les prémonitoires, tout à fait, tout à fait. Mais il y avait beaucoup de symboles. On avait été voir la veille, on avait passé notre journée de cohésion, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés au cinéma à aller voir Les Trois Mousquetaires. C'était une rediff, la dame dit c'est une rediff, on dit c'est pas grave. Moi, c'était le symbole un pour tous, tous pour un. Et toute l'histoire, elle est un petit peu l'histoire du match, et c'est vrai qu'il y avait la fin, c'était à suivre, et c'était dans notre causerie. On voulait qu'il y ait à suivre, et c'est vrai que c'était fort, et je suis heureux. Quand j'ai réécouté et le discours d'Adrami, le discours du capitaine du jour, de notre capitaine depuis le début de saison, et c'est vrai que c'était des mots qui touchent, et il y a eu cette unité derrière le groupe, et c'est une grosse force, et c'est la force de ce groupe qui ne lâche jamais, et qui a aujourd'hui va finir, j'espère, l'année 2023 invaincu. Il nous reste un match de championnat, et c'est vrai que pour l'instant, la défaite n'a pas été connue, même si c'est un petit peu plus dur là actuellement, parce qu'il y a eu des blessés. Je pense au petit Kylian, le numéro 15, qui est rentré, qui s'était fait une fracture de la clavicule lors du deuxième tour de Gambardella. Il est rentré il y a une semaine, il s'est rentraîné le vendredi soir, et il avait à cœur de jouer, et c'est vrai que c'est vraiment des moments forts, et c'est un groupe en or, comme je le mets souvent sur les réseaux. Et on pense évidemment à Kylian ou à Kylian, je ne sais pas comment on prononce, mais évidemment, Kylian Paquet, ouais. Kylian, on lui fait une petite dédicace dans cette émission. Alors, certes, vous aviez ce dicton, hein, pour tous, tous pour un, mais quand même, quand on est coach, je suppose qu'on prépare une rencontre, surtout contre un gros comme Castelnau, on prépare une rencontre aussi tactiquement. Au bout de 6 minutes, quand il y a l'infériorité numérique, vous vous êtes adapté comment, Ludovic? On s'est vite adapté. Ce qui a été énorme, c'est la réaction des joueurs sur le terrain. C'est tout de suite. Il n'y en a pas un qui a baissé la tête. Je les ai tous vus. Ils ont été un petit peu choqués, un petit peu de l'expulsion, parce que ils se sont dit clac, ça allait gâcher peut-être quelque chose pour eux. Et c'est vrai que là, ça les a rendus encore plus forts que ce qui, pas plus forts que ce qu'ils sont, mais dans l'unité, ils se sont tous regardés, et les efforts, ils les ont. C'est pas, voilà. Il n'y en a pas un qui a triché, et c'est ce qui a fait que, même après à 9 contre 11, nous, on s'était fait une résilience, on va dire, à la fin, même à 10 contre 11, à 80e, on a fait rentrer deux joueurs offensifs pour essayer de se dire, allez, on a un petit coup à faire, peut-être encore, il y avait 0-0. Et le deuxième carton rouge a fait que, on savait qu'il fallait aller. On savait que tant qu'on ne prenait pas de but, on était en vie. Et bon, après, on a une histoire avec ce groupe. On fait énormément de tournois. C'est notre leitmotiv de la saison. Et des matchs gagnés au tir au but, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Et comme je leur ai dit, je ne crois pas qu'on ait perdu une séance au tir au but. Et voilà, on l'a encore prouvé dimanche à 14h30. Comme quoi, même si on va pas faire le débat maintenant avec Ludovic, c'est jamais un hasard de gagner au tir au but. C'est pas la loterie, comme disent certains consultants. Parmi vos mousquetaires, Ludovic, il y a D'Artagnan quand même à mettre en valeur. Il y a votre gardien, Enzo Simono, qui a été énorme au dire de tout le monde. Certes, on n'a pas envie de dégager une individualité, mais quand même, le gardien fait la différence sur ce match aussi. Oui, il a fait. Si on va raconter l'histoire des pénaltys, à 95e minute de jeu, on mène 2-1. Il fait une faute absurde dans la surface, alors qu'il n'y a pas à faire faute. Penalty contre nous, donc 95e minute, 2-1 pour nous. Il arrête le penalty, on se qualifie, on va à Poitiers, il fait encore 2 arrêts, et puis ce week-end, il fait les arrêts au penalty, mais dans le match, il a été d'une, comment on va dire ça, d'une sécurité, d'une bienveillance envers du groupe, dans tous ses arrêts, dans toutes ses prises de balles. Il a fait le match qu'il fallait, mais voilà, on savait ce qu'il était capable de faire, et voilà, il a montré aux copains qu'on pouvait compter sur lui, et ça on le savait depuis tout le temps, quoi.
Et bravo donc à Enzo Simono. Alors, Noël avant l'heure, coach, jeudi, il y a le tirage au sort. Sur la liste de Noël, il y a marqué quoi? On veut un, peu importe, mais on veut quelqu'un à domicile ou alors on veut un très gros? Un gros à domicile, c'est ça? Un très très gros à domicile ou quelque chose à domicile, parce qu'il faut que la fête... hier, la fête était gâchée un petit peu, la météo. Qu'est-ce que c'était compliqué, alors que le stade, je revois les photos là tout à l'heure sur la Charente Libre, les gens avec les parapluies tout mouillés, le stade était plein. C'est vrai que voilà, on aurait aimé que la fête en soit un petit peu plus ensoleillée, mais des fois on dit match pluvieux, match heureux, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que oui, recevoir, recevoir c'est la priorité. Après, c'est les aléas du tirage. On était présent au premier tirage, là on va monter à 6 jeudi pour assister à la Fédé, bien sûr, à ce cadeau qui nous est donné pour l'année 2024 à faire à suivre. Est-ce que dans l'affaire à suivre, il y a un souhait là chez vos joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont un club de cœur qu'ils veulent affronter? Ah, les clubs de cœur, malheureusement, je pense qu'ils seront, comme le tirage n'est pas encore intégral, le tirage il va être sur le secteur, donc on va certainement être dans le secteur Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, comme on avait, peut-être Vendée. Voilà, les jeunes, regardez le résultat des clubs un petit peu, je vais dire PSG contre le May, là, le 10-0, le Marseille, tout ça, c'est les clubs qui font, mais c'est vrai que FC Nantes, Girondins de Bordeaux, Montpellier, pourquoi pas. Enfin, après, voilà, si sortir par la grande porte, ce serait magnifique. Après, si le tirage nous permet d'aller voir, de tenter encore quelque chose, on va prendre ce qu'il nous propose. Et on vous souhaite aussi, bien évidemment, pour conclure cette interview, de terminer l'année 2023 invaincu. Ça serait ça aussi un beau cadeau. Oui, ce serait une belle récompense pour le groupe, et c'est voilà, des efforts. C'est vrai que beaucoup de clubs qu'on rencontre là, que ce soit Stade Poitvin, Chamois, là, Castelnau, Le Cré, c'est des clubs, ils s'entraînent 4 fois, 5 fois, ils s'entraînent tous les jours. Nous, c'est vrai que du fait de notre... les jeunes sont en interne, à droite à gauche. Nous, on est à 3 séances, mais ils sont toujours présents. Enfin, ils donnent le maximum. Et puis après, les jeunes donnent le maxi. Et je voulais un petit coup de chapeau aussi aux parents, parce que les parents, voilà, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent. Ils sont toujours. Moi, je leur demande la lune. Hein, donc ils ont toujours répondu présent depuis le temps qu'on fait notre aventure ensemble, et ça, c'est voilà, merci à eux, un petit clin d'œil, parce que cette aventure, elle est possible qu'avec eux. Enfin, c'est l'investissement. Aujourd'hui, on se déplace, à Poitiers, on était pratiquement 150-200 personnes, et c'est ça qui fait la force, c'est que tout le monde répond présent à toutes mes folies, parce que cet été, on va faire le tournoi à la Gautier en Suède. Enfin, voilà, tout le monde, il y a beaucoup... voilà, tout le monde me dit mais t'es fou, mais oui, donc c'est ça qui est magnifique. Et un grand bravo à vos mousquetaires, Ludovic, bravo au staff évidemment, bravo à l'ensemble du club, et un merci aux parents, vous l'avez dit. Merci surtout à vous, Ludovic, d'avoir accepté l'invitation d'LFNA TV, et on vous dit merde pour la suite. C'était un honneur de la mise en lumière du groupe. Voilà, merci à vous. C'est ce que je reprochais un petit peu. Il y a, après notre qualification pour le premier tour fédéral, après la finale régionale, je trouvais que ça soit les journaux un petit peu locaux, tout ça, voilà. Là, on est récompensé. Il y avait des beaux articles dans la Charente Libre. Je vois un petit peu le district. Bon, les réseaux sociaux font. Ce matin, je lisais sur le site de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Pareil, félicitations pour l'exploit à Bayonne et à nous. Donc voilà, cette mise en lumière fait du bien, parce que ça met en avant pour les jeunes, ça les récompense, ils sont contents, ça fait parler d'eux, c'est tout ce que je leur souhaite. Et c'est totalement mérité. Bravo et merci, Ludovic. On espère vous retrouver pour une qualification pour les 16e. Merci Ludovic. Merci Benjamin, au plaisir. On termine cette émission avec le reportage de la semaine. La Ligue de football
de Nouvelle-Aquitaine a mis en place des modules pour l'entraînement des gardiens. Il y a 5 sessions qui sont prévues dans un premier temps jusqu'au mois de mars. La première session avait lieu du côté de Châtelaillon-Plage dans l'agglomération de La Rochelle. Notre envoyé spécial Théo Rodriguez est allé à la rencontre notamment de Michael Nicolo et vous offre ce reportage. Les nouvelles infrastructures de Châtelaillon accueillaient la formation gardien de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est de faire monter en compétence les entraîneurs gardiens de la région. Cette formation de 2 jours était animée par Michael Nicolo, le référent gardien de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. On l'écoute. L'objectif de cette formation, c'est d'accompagner les différents entraîneurs du département à monter en compétence et de les accompagner sur les 2 modules, puisque la formation est composée de 2 modules, le module 1 et le module 2, et de les amener jusqu'à la certification pour qu'ils puissent mettre en pratique dans leur club auprès des jeunes gardiens de but tout ce qu'ils auront vu durant ces deux formations. Déjà, on a pris le temps de connaître bien les stagiaires, de prendre un temps suffisant pour échanger tous ensemble. Le but de ces formations, c'est de créer des échanges, des temps de partage avec l'ensemble des stagiaires. Et après, on est sur une partie théorique qui se passe en salle. Et après, des parties pratiques, des mises en situation pédagogiques où on va sur le terrain. Et là, on avait la chance d'être dans le club de Châtelaillon qui nous a mis à disposition des jeunes gardiens, où on a pu mettre en pratique avec des jeunes gardiens de but qui correspondent à la tranche d'âge du diplôme qu'ils sont en train de passer. Donc une partie théorie et une partie pratique sur le terrain. La partie théorique, elle commence en début de matinée. L'occasion pour le référent gardien de faire de l'analyse vidéo et de conditionner au mieux les stagiaires afin de préparer la mise en pratique qui aura lieu en suivant. Moi, pour l'espoir, j'ai les gardiens qui l'ont un petit peu automatisé. Ils arrivent à 13 ans, ils me font la croix. Bon, sauf qu'ils font 1m70, ils ne prennent pas encore de place, ils n'ont pas encore grandi. Mais on l'aborde quand même. On l'aborde, moi je pars du principe que la croix peut être utile à partir du moment où on est très proche de l'attaquant. Si on est à 1 mètre de l'attaquant et qu'on vient ici et qu'on prend de la place, on peut avoir de l'efficacité par rapport à ce geste technique. Mais attention, la croix, ça veut dire que là, si l'attaquant nous fait un crochet, on n'a plus d'appui. Moi, je vais aller sur le terrain. Là, il y a les petits gardiens qui sont arrivés avec Julien. Je vous ai mis les passages MSP de ce matin. On va avoir 2 situations, une situation sur les duels et une situation sur déplacement plongeon. Et on verra sur le module 2, on anticipe un peu, quand on va associer le déplacement et le plongeon, on va être sur de la fermeture d'angle. Pareil sur la vidéo du Goyuri ce matin, on a vu que quand l'attaquant est plutôt côté et que le gardien se déplace, on est sur fermeture d'angle avec prise de repère au niveau de nos poteaux. Et on terminera par 2 jeux, un jeu sur le plongeon et un jeu sur le duel. C'est bon pour vous ? Ouais, hier c'était cool, on était tous ensemble, donc toute la journée on a vu sur la télé plein de vidéos et plein de choses, comment faire, comment parler aux gardiens, quel thème aborder dans les séances de spé gardien et tout. On a aussi vu la différence entre les gardiens filles et garçons, et après on a mis ça en pratique, donc c'était cool. Moi si j'ai pris le jeu au pied, donc du jeu au pied plus dans la conservation, c'est-à-dire repartir court sur les côtés. Donc j'ai fait plein d'exercices de passe en retrait avec de la pression, sans pression, travailler analytiquement un peu et tout ça. La mise en situation de ce matin, ça va être sur la prise de balle. Donc la technique de bien mettre ses bras quand on va au sol, à mi-hauteur et aérienne. Des cerceaux, sortie de cerceau au sol, après mi-hauteur et aérienne, et après mixer une prise de balle au sol ou mi-hauteur, plus une aérienne derrière. Fini la théorie, place à la pratique désormais où les stagiaires ont pu mettre en place des ateliers pour les jeunes gardiens du club. Le déroulement de la séance est effectué en plusieurs étapes très précises que nous détaille Michael Nicolo. Oui, on a abordé les différents procédés qui sont demandés pour la construction d'une séance. Donc on part toujours d'un échauffement, d'une mise en train,
Après, il y a une partie exercice analytique et adaptatif. Et ensuite, on enchaîne par des situations et on termine par des formes jouées avec différents thèmes qui, sur le module 1, sont le déplacement, la prise de balle, tout ce qui va être relance, jeu au pied et relance à la main, et la notion de plongeon. Et on a commencé aussi à aborder la notion de duel. Cette émission numéro 120 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie mon trio magique à l'édition avec Rémi Penet, avec Théo Rodriguez et Flavien Giolkowski. Merci à tous les clubs d'avoir joué le jeu et de nous avoir soit répondu, soit envoyé des images. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez à partager, à commenter les émissions comme vous le faites d'habitude. On a besoin de vos retours. Nous sommes toujours preneurs. On se retrouve évidemment lundi prochain pour le numéro 121 d'LFNA TV. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, en championnat comme en coupe, ça reste un jeu.